Insultés, agressés ou mis à la porte du domicile familial, les personnes LGBT vivent parfois très mal leur coming out auprès de leurs proches. Et entre passion familiale ou sociétale, de nombreuses personnes se retrouvent dehors et se suicident encore trop souvent en raison de leur sexualité. En période de confinement, de nombreuses personnes LGBT ont vécu un véritable calvaire dans leur famille. Pour en parler avec nous dans le MAG, Victoria Anta, déléguée adjointe Paris de la Fondation Le Refuge. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Alors la Fondation Le Refuge, qui est reconnue d'utilité publique, œuvre depuis 17 ans contre l'isolement et le suicide des personnes LGBT victimes d'homophobie ou de transphobie au sein de leur famille. Quelles sont vos actions au sein de la Fondation pour leur venir en aide ? Vous parlez en ces moments ou en général? En général. En général, on accueille des jeunes qui sont en rupture familiale, soit des jeunes français, soit souvent des jeunes étrangers qui ont dû quitter les pays dans lesquels l'homosexualité ou la transsexualité était pénible, des prisons, voire plus. On les accueille, on les protège, on les aide à se réinsérer en faisant des études ou en trouvant un travail. On les aide de point de vue psychologique, médical. Et vous venez en aide Nous Allez-y. Nous avons actuellement plus de 300 jeunes qui sont hébergés chez nous. Depuis le début du confinement, beaucoup de personnes LGBT ont été confinées avec leur famille et dans un climat de tension, certains ont été mis à la rue. Combien avez-vous recueilli de personnes LGBT en situation de rupture familiale en Île-de-France ? En Île-de-France, on a accueilli 12. 12, c'est déjà pas mal. Les médias ont relayé de nombreux témoignages. Le plus récent, c'est celui de Dimitri, qui a été mis à la porte de chez lui par sa mère, après qu'elle ait découvert son homosexualité. Est-ce que le confinement a eu un impact important dans le rejet des personnes LGBT au sein de leur famille ? Complètement, parce que la cohabitation a été difficile. Parfois, beaucoup de ces jeunes n'avaient jamais parlé aux parents. Et là, en étant 24 heures sur 24 avec eux, les parents se sont aperçus, ou ils ont vu leur téléphone, etc. Donc, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés à la rue à ce moment-là, oui. Et encore, tous ne sont pas contactés, mais on est convaincus qu'il y en a beaucoup plus que ceux qu'on a recueillis. C'est ça, il y a beaucoup de témoignages qui ont été relayés dans les médias, des personnes LGBT qui ne se sont pas fait virer de chez eux, mais qui ont été agressés, insultés par leurs propres parents. Comment faites-vous pour leur venir en aide et pour venir à leur écoute surtout ? Normalement, ils nous appellent sur la ligne d'urgence. On a une ligne qui fonctionne 24 heures sur 24. Et dès qu'ils nous appellent en ces moments, on fait tout pour pour pouvoir les loger, pour ne pas les laisser à la rue. Évidemment, nous n'avons pas assez de places dans nos appartements qui sont complètement remplis, mais on leur paye des nuits d'hôtel. Il y a des personnes qui nous prêtent aussi des studios, etc. On a une subvention du gouvernement qui a duré jusqu'au 11 mai. On ne sait pas si elle va continuer ou non. Pour le moment, on les garde, même si le déconfinement est arrivé. Les jeunes, évidemment, on ne les met pas à la rue, ils restent chez nous. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 40 jeunes sur le plan national. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour qu'ils puissent trouver un appui, qu'ils puissent rester dans les centres de refuge. Vous faites aussi également appel aux dons. À quoi servent ces dons ? Alors, ces dons servent à payer les loyers de tous les appartements, les loyers et toutes les charges, à payer aussi les travailleurs sociaux. Les refuges fonctionnent beaucoup avec des bénévoles, mais il y a quand même, on est obligé d'avoir des éducateurs spécialisés, des psychologues qui les aident aussi. Ça sert aussi à gérer la ligne d'urgence. Donc, nous avons une salariée qui gère la ligne d'urgence dans la journée, et la nuit et le week-end, c'est les bénévoles qui relaient ça. Donc, il y a tous les frais de nourriture aussi, on les nourrit, etc. Voilà, des frais médicaux quand ils n'ont pas de la CMU ou la sécurité sociale. Donc, en plus, pour nous, c'est vraiment des frais fixes. Les loyers, ils tombent tous les mois, quoi qu'il arrive. Comment ça se passe au sein d'un foyer quand un parent découvre ? Des fois, ça dure pendant plusieurs mois. Que vivent ces personnes LGBT au sein de leur foyer ? Alors, souvent, au début, ils vivent des insultes indirectes. Donc, ils ne vont pas s'adresser à eux, mais ils vont dire « Ah, c'est pédé, c'est pénible », dès qu'il
qui voient une émission à la télé, oh là là, mais il y a des PD partout. Donc eux, ils encaissent ça. Ils comprennent bien que c'est une allusion, mais souvent c'est pas dit directement. Donc voilà, c'est très dur pour eux. Après, parfois, on ne sait pas trop ce qui fait qu'à un moment donné, les parents décident de les mettre dehors. Oui, parfois c'est quand ils ont 18 ans, parce qu'avant ils peuvent pas les faire, hein. Et d'autres fois, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est lorsque les jeunes ils sont tellement désespérés qu'ils partent. Ils se disent, tant pis, je préfère être à la rue que de me faire insulter, maltraiter, voire qu'on lui propose des théories des conversions dans toutes les religions. Il y a, il y Aller a- voir. il y a- Oui, allez-y, pardon. allez-y. Donc, soit ils les obligent à aller voir les pasteurs, les hammams, toutes les différentes religions en disant qu'ils ont les diables au corps, etc. Et ça, ils les culpabilisent et c'est très, très, très difficile pour eux. Vous savez que parmi les jeunes de moins de 25 ans, il y a 13 fois plus de suicides dans la communauté LGBT que chez les autres. Alors, pour justement ce côté, comment dire, vie au sein du foyer, certains amis des personnes LGBT savent l'orientation sexuelle de leur ami. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent venir en aide justement à leur ami, à leurs connaissances, quand ils savent qu'il est victime d'agressions au sein de son foyer ou d'insultes au sein de son foyer? Bah, les problèmes, c'est qu'en France, on est pratiquement la seule structure qui loge les jeunes. Après, il y a beaucoup d'autres structures qui les aident, juridiquement, etc. Mais les loger, on est pratiquement un des seuls. Donc, c'est très difficile de faire autre chose que de les envoyer au refuge. Malheureusement, on ne peut pas les accueillir tous. Alors vous le disiez, l'État a débloqué Oui. de l'argent pour aider le refuge, 300 000 euros dédiés à l'hébergement des personnes LGBT qui se retrouvent à la rue. Est-ce que c'est suffisant à l'heure actuelle? Cet argent, ce n'est pas que pour les refuges, hein. C'est pour toutes les associations qui s'occupent des jeunes LGBT. Ce n'est pas uniquement pour nous, hein. Pour le moment, les principes, c'est que toutes les semaines, on communique nos besoins, on communique le nombre de chambres qu'on doit payer et on a une subvention. Donc, Alors, si cette subvention continue, puisqu'on est loin des 300 000 pour le moment, si cette participation continue, on peut tenir, mais on ne sait pas à partir des quand elle va arrêter. En théorie, elle est arrêtée depuis le 11 mai. Et là, on est en train de négocier avec eux pour voir si on peut continuer à loger ces jeunes et à se faire rembourser. c'est important pour vous aujourd'hui de continuer à se faire aider par l'État pour venir en aide aux LGBT? C'est d'autant plus important que nos dons, ils ont vraiment chuté, ce qui est compréhensible, hein. Depuis 2 mois, il y a beaucoup d'autres associations qui ont demandé des dons. Il y a des gens qui sont au chômage partiel, etc. Donc, on a une chute importante de nos dons. Et nous, on vit à 80% des dons, soit des particuliers, soit des entreprises. 20%, c'est l'État. Donc oui, c'est très important que l'État nous aide, hein, oui. L'État ou la région. Je reprends encore quelques témoignages de personnes LGBT dans divers médias, encore une fois. Il y en a qui disent « Sans le refuge, je serais mort ». D'autres qui ont dit « Le refuge m'a permis de me retourner et de pouvoir avoir un métier ». Comment ça se passe, le quotidien des LGBT, quand finalement ils se font aider par le refuge? Alors, nous, on les loge dans des appartements. Ce n'est pas des foyers, c'est des appartements qui sont disséminés un peu partout. Parfois, c'est des HLM, parfois, c'est des appartements privés. Et dès qu'un jeune arrive, il passe un contrat avec nous. Ça veut dire qu'il s'engage à se faire soigner. Il voit d'abord un psy. Après, il n'est plus obligé à continuer, mais la première fois, il doit voir un psychologue. Et après, s'il veut, il continue à les voir. On a des coachs de vie. On a une coach de vie. Je parle de Paris, là, hein, mais toutes les délégations fonctionnent à peu près comme ça. Ensuite, dans les contrats qu'ils passent avec nous, c'est qu'ils doivent soit continuer leurs études, soit chercher du travail. Et on essaye de les mettre, de les motiver déjà à travailler, à se lever les matins. On a aussi beaucoup de bénévoles qui les aident à faire des CV, à se présenter, etc. Souvent, c'est des jeunes qui ont été un peu délaissés par leur famille, qui ont été mis de côté et on a plein de choses à leur apprendre. On a aussi presque tout un travail d'éducation, parfois, que les parents, malheureusement, n'ont pas fait. Et parfois, quand on met un jeune de 18 ans à la rue, ça fait déjà plusieurs années qu'il a été mis de côté.
Il y a même des jeunes qui nous disent qu'ils n'ont pas les droits de manger à table avec leurs frères et sœurs parce qu'ils pourraient les contaminer. C'est sidérant ce qu'ils peuvent nous raconter. Il y a On encore les interdit. quelques petits efforts à faire au niveau de l'ouverture d'esprit. Merci beaucoup, Victoria Anta, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.